Après la cérémonie d'ouverture de ce matin, l'honneur me revient cet après-midi de présider ce panel qui est très important pour nous, surtout africains. Et le thème, je pense qu'il a été choisi à point nommé. Mettre aujourd'hui la technologie au service de l'agriculture nous interpelle tous. Comme vous le savez, notre continent africain est évalué en termes de population à environ 1,2 milliard. Et d'ici 2050, nous devons doubler ce chiffre. Et en doublant ce chiffre, vous êtes bien d'accord avec moi que nous avons besoin d'augmenter notre production agricole pour faire face à un besoin de consommation. Selon les statistiques en Afrique, sur 10 habitants, 7 personnes ont comme moyen de subsistance l'agriculture. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est essayer de maintenir la dynamique par laquelle nous évitons l'exode rural, la dynamique par laquelle nous évitons le chômage, et il faut aussi qu'on accepte à travers des nouveaux outils adaptés, maintenir ceux qui travaillent dans les champs, ceux qui travaillent sur les terres arables, pour qu'il y ait de l'autosuffisance alimentaire. Moi, je vous donne un exemple très typique de mon pays, le Mali, où 80% de la population vivent de l'agriculture, et nous avons une saison pluvieuse qui ne dépasse pas 5 mois. Ça veut dire que sur les 12 mois de l'année, pendant 5 mois, les jeunes agriculteurs sont occupés à travailler sur les champs. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui en les maintenant sur leur lieu d'habitation? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils puissent rester avec des nouveaux outils adaptés et pendant les 12 mois de l'année, essayer de produire, essayer de s'occuper? La solution est trouvée par un certain nombre de start-up. Je donnerai comme par exemple une start-up qui s'appelle Isene au Mali, qui arrive aujourd'hui à expérimenter, à mettre en place des solutions innovantes. Mais hélas, ces start-up ont toujours besoin d'accompagnement, d'une part de l'État et d'autre part d'un partenariat avec les investisseurs privés. Donc le débat est ouvert. Nous sommes preneurs des solutions innovantes qui nous permettent d'annihiler ce phénomène et de permettre à notre agritech de contribuer à la transformation de nos différents écosystèmes pour les rendre plus dynamiques. Je vous remercie. Bonjour, je suis Frédéric Massé, SAP. Je dirige l'activité agriculture pour SAP en Afrique. Je vais utiliser un seul slide. Vous le voyez, nous on le connaît. Vous avez sur le côté droit, votre côté gauche, la malnutrition en Afrique. Et vous avez sur le côté droit le ratio importation-exportation agricole des différents pays africains. Et vous pouvez constater qu'il y a 2 pays exportateurs nets, l'Afrique du Sud et la Zambie. Le reste du continent, le reste des pays africains importent assez massivement des denrées alimentaires. Ce que vous avez dit, Monsieur le Ministre, d'ici 2050, la population du continent va doubler, donc le besoin en nourriture va au moins doubler parce que les standards de vie s'élèvent. Ça veut dire aussi que, comme vous l'avez dit, les agriculteurs d'aujourd'hui seront les agriculteurs de demain. Il n'y aura pas d'exode rural massif comme on l'a connu dans les pays du Nord parce qu'il y avait de l'emploi industriel. La création d'emplois industriels n'est pas suffisante pour accueillir les 250 millions de petits agriculteurs familiaux, d'accord, qui sont sur le continent. Donc, on a là une équation qui est déjà compliquée. Cette explication elle est d'autant plus compliquée que ces petits agriculteurs n'ont pas ou très peu accès au marché, pas ou très peu accès à des intrants agricoles de qualité à des prix abordables, pas ou très peu accès aux services financiers. Le président de la Banque africaine de développement relevait que 4% seulement des investissements bancaires privés vont vers l'agriculture.
qui représente 30% du PIB du continent africain. D'accord ? Et dernière chose, ces petits agriculteurs n'ont pas accès à la formation et l'information dont ils ont besoin. Alors on parle de big data, de blockchain, d'intelligence artificielle, mais on n'a pas les données de base, les data de base concernant ces 250 millions de petits agriculteurs. On ne sait rien des surfaces cultivées, il n'y a quasiment pas de cadastre. On ne sait rien des cultures qu'ils développent une année. Alors qu'il y a de la malnutrition et de la sous-nutrition sur le continent, la FAO estime que 20% des céréales produites sont perdues ou gaspillées et plus de 50% des fruits et légumes. Parce que les systèmes de logistique ne sont pas là pour effectivement déplacer des productions agricoles de régions excédentaires vers des régions déficitaires. Alors tout ça, ça dresse un tableau qui est assez menaçant et qui effectivement nécessite d'utiliser tous les outils numériques, mais également toutes les approches business qui vont permettre de corriger ces inefficiences et offrir au gouvernement la capacité de développer des politiques publiques appuyées sur les données qui vont leur permettre de monitorer l'exécution de ces politiques publiques. Alors, je rentre du Nigeria, on a signé en début de semaine avec une entreprise pour gérer l'approvisionnement en maïs par 850 000 petits agriculteurs. D'accord ? Banques, assurances, fournisseurs d'intrants, acheteurs financent la plateforme. Cette plateforme, elle est autofinancée par des entreprises qui vont tirer parti des productions, mais aussi tirer parti des données. Si les banques ne prêtent pas ou prêtent à 20-40% de taux d'intérêt aux petits agriculteurs, c'est parce qu'elles ne peuvent pas gérer leurs risques. Si on leur offre l'accès à des données qui vont leur permettre de gérer leurs risques, elles vont faire des prêts. Même chose pour l'assurance. Sur le problème des engrais, en Côte d'Ivoire, on discutait avec le patron d'un grand fournisseur d'engrais qui nous expliquait que le sac de 50 kg à la sortie de ces entrepôts valait 11 000 CFA. Arrivé chez le petit agriculteur, après un certain nombre d'intermédiaires, il payait son sac 22 000 CFA. Conséquence, il utilise 2 fois moins d'engrais qu'il ne pourrait en acheter, et le fournisseur vend 2 fois moins d'engrais qu'il pourrait en vendre. L'usage par hectare moyen en Afrique, c'est 15 kg. La moyenne mondiale est à 120 kg. Ce n'est pas partout une réussite. Il ne faut pas non plus essayer de transposer nos erreurs et nos catastrophes. D'accord ? Mais la recommandation de l'Union africaine, c'est de dire de monter à 50 kg. Il ne suffit pas de le dire. Il faut effectivement faire en sorte que l'accès aux intrants soit plus facile et que les intermédiaires qui aujourd'hui parasitent les circuits économiques, aussi bien sur la vente de produits nécessaires aux agriculteurs que sur la vente des productions des agriculteurs, soient par le numérique mis de côté pour trouver d'autres activités, pour le dire très poliment. Donc voilà, je pense que les enjeux sont là, les technologies aujourd'hui elles sont là, les business models sont là, il faut effectivement faire en sorte que l'ensemble des acteurs, les communautés, les gouvernements, les entreprises, les bailleurs de fonds s'organisent pour déployer ces technologies et faire en sorte que, non pas en 2045, on commence à voir apparaître les solutions qui seront nécessaires pour le doublement de la population, parce que là, ce sera trop tard, mais dans les 5 années, 10 années maximum qui viennent, le changement, la transformation doit être engagée. Je vous remercie. Merci. Donc, je voudrais remercier Monsieur le ministre et Monsieur de SAP pour avoir relativement bien planté le décor. Alors là, il est bien planté. Alors, donc, je vais tout de suite parler avec mes intervenants. Madame Charlotte Lebog, qui vient de Afrique Grenier du Monde. Vous allez nous dire ce que c'est, ce que vous faites, et je vais vous poser une question. Monsieur Ludovic Mornier et Monsieur Bazem Romdani de Paulina Group. Je précise que Monsieur Ludovic Morinier est senior manager à Afrique International Développement de Bearing Point. Il est spécialiste dans les grands projets de digitalisation dans le domaine de la santé, de l'agriculture, ainsi de suite. Monsieur
Bazem Rodani. Il est de Poulina Group. Il est spécialiste dans tout ce qui est sécurité réseau, voix sur IP, télécommunications, cloud computing, data center. Je pense que vous avez quand même des propositions à nous faire parce que pour pouvoir développer l'agriculture et nourrir le double, il faut avoir quand même des bases de données solides pour savoir quelles sont les terres cultivables, ainsi de suite. Pour commencer, je vais donner la parole à Mme Charlotte Libog. Très rapidement, ma question, elle est très simple. Quels sont les défis auxquels doit faire face l'agriculture en Afrique dans un contexte de digitalisation des activités économiques? Il y a ça, mais dans le contexte aussi d'être capable de nourrir et de nourrir bien les populations africaines. Merci. Bonjour et merci infiniment pour cette excellente occasion donnée par Mamadou Diallo et son initiative, donc pour nous éclairer sur cette question ô combien capitale pour l'émergence de l'ensemble du continent africain. Donc effectivement, les enjeux en ce qui concerne effectivement donc la digitalisation appliquée à ce secteur-là sont énormes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit là du secteur clé. Il n'y en a pas deux. Il s'agit du secteur clé en termes de croissance économique réelle et durable pour l'Afrique. Et ça, malheureusement, on a quand même le sentiment que nos dirigeants, et ça je le leur dis très souvent, tardent à le comprendre. Parce que depuis les accords de Maputo, nous avons malheureusement encore de nombreux États qui n'ont pas suivi les préconisations qui ont été faites donc, lors de cette excellente rencontre, qui justement, les États se sont engagés à investir à peu près au minimum 10% du budget dans le secteur agricole et agroalimentaire. Et à l'heure d'aujourd'hui, malgré justement l'urgence de cette question-là, rien n'est fait. C'est alarmant, on ne le dit pas assez. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notre objectif avec la plateforme Afrique Renommée du Monde, qui est un think tank basé en France, mais œuvrant un peu partout en Afrique, notre objectif est simple, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat agricole sur l'ensemble de la chaîne de valeur agricole à travers l'information, parce qu'il s'agit d'informer sur ce qu'est aujourd'hui l'agriculture africaine. Quand on dit agriculture, et ça je le dis très souvent aussi, la plupart des acteurs ont le réflexe production. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, les divers défis que nous pose justement notre agriculture ne nous permettent plus justement de nous focaliser sur ce secteur-là. Nous avons le secteur de la transformation, parce qu'en réalité, nous avons toujours eu des petits producteurs. Il n'y aura pas de grande mutation vers l'agro-industrie, comme on le dit. Aujourd'hui, l'agriculteur africain, enfin le petit producteur africain, c'est en moyenne 2 hectares donc, par individu, et c'est une réalité qu'on ne changera pas. Ce qu'il faut développer en réalité, ce qu'il faut mettre en place déjà, c'est un renforcement des capacités de ces populations-là, mais il faut aller plus loin avec justement un réel développement donc, du pôle commercialisation des produits, et là on a le problème crucial et réel des infrastructures, on a la logistique, on a la transformation de ces produits, la nécessaire transformation agricole. Monsieur Massé parlait tout à l'heure en fait de cette réalité qui est quand même aberrante. Un continent qui est le continent clé en termes de potentiel agricole et agroalimentaire, avec plus de 60% de terres présentes sur le continent, de terres arabes, je veux le dire, mais qui reste le seul continent importateur net de denrées alimentaires. Ça veut dire qu'on ne consomme pas ce que nous produisons. Et malheureusement, c'est une réalité qui déséquilibre considérablement nos balances commerciales et qui nous amène en fait à un état qui est celui de la présence de balances commerciales chroniques. Ça veut dire quoi concrètement? Il n'y a pas de réelle création de richesse. On peut parler de croissance, mais il n'y a pas de croissance réelle et inclusive. J'ai passé 1 mois et demi là au Cameroun. La réalité elle est la même depuis 30 ans. On a des populations rurales, on a des zones rurales complètement abandonnées, délaissées de tous, du secteur privé, des politiques, de la société, de tout le monde. Donc il faut bien qu'on se réveille aujourd'hui parce que c'est une bombe, malheureusement, qu'on est en train de préparer avec, oui, il faut le dire, c'est pas de l'exagération, on en est vraiment à ça. Monsieur le ministre va peut-être trouver que je suis assez dure dans mes propos, mais c'est une urgence qui est là.
C'est une urgence qui est là et comme je le dis, les solutions, en tout cas en ce qui concerne notre think tank, passent par l'information déjà, donc la mobilisation des divers acteurs que sont la paysannerie, mais aussi le secteur privé dans son ensemble, la société civile et nos politiques eux-mêmes, la sensibilisation, donc l'accompagnement de l'entrepreneur agricole et le plaidoyer. Voilà, donc le plaidoyer, pourquoi, je finirai par là pour ne pas être très longue, parce qu'aujourd'hui on est dans ce contexte malheureusement de libéralisation des prix des denrées alimentaires, ce qui fait que même quand on a des acteurs du secteur privé sur le terrain, des agro-industriels qui se lèvent, qui passent à l'action avec leurs moyens, qui transforment sur place, etc., ils sont confrontés à une réalité qui est claire. Les produits en fait issus de leurs diverses initiatives restent non compétitifs face justement aux importations massives qu'on constate aujourd'hui sur nos divers marchés. Et là aussi, il faut agir. Donc, l'urgence est réelle et c'est une question qui concerne chacun d'entre nous ici. Nous sommes tous entrepreneurs agricoles, comme je le dis, chacun dans son domaine. Il s'agit aujourd'hui de régler une équation qui est celle de mettre nos compétences au service de ce secteur clé et le numérique le permet particulièrement et c'est là le réel challenge donc, qui est le nôtre aujourd'hui. Vous avez dressé vraiment un tableau très sombre, mais quand même il y a quelques success stories. Parce que j'ai lu qu'en Afrique de l'Est, au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, on a mis une application qui donnait les prix des denrées alimentaires pour chaque paysan autour dans les marchés avoisinants. Et donc, ils ont la possibilité de vendre leurs produits au prix juste. Et donc, ça leur permet de diminuer la spéculation. Et donc, conséquence, augmentation de la production de 20%. Donc, il y a quand même quelques succès, quand même, qu'il faut le dire. Peut-être que c'est insuffisant. Monsieur Bazem, je vais vous donner la parole. Quels sont les défis que nous devons relever? Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voudrais remercier le comité d'organisation d'avoir nous donné cette occasion de participer aux ATDA 2018 et à sa tête, Monsieur Diallo. Donc, comme elle vient de mentionner, Monsieur le ministre, donc d'ici en 2050, la population mondiale sera de l'ordre de 9,9 milliards de personnes. Donc, nous devons faire face, donc, de nourrir donc cette population, que ce soit dans le monde et spécialement dans notre continent en Afrique. Donc, la production doit être augmentée de l'ordre de 50% dans le monde. Et en Afrique, nous devons produire plus que 70% de ce que nous produisons aujourd'hui. Parce que donc, la plus forte explosion démographique sera en Afrique. Donc, avec bien évidemment donc, cette augmentation de besoins des produits alimentaires, donc, essentiellement des produits issus de l'agriculture, donc, avec des ressources donc, en Afrique et bien évidemment le réchauffement climatique qui touche, c'est pas que l'Afrique, mais le reste du monde. Donc de l'eau qui sera de plus en plus rare, donc les terres agricoles seront de moins en moins, car les terrains donc, et le sol se dégradent et on perd donc, des terrains donc, chaque année. La problématique de l'eau et tout ça, donc, et les terrains donc, sont chaque année, bien évidemment, sont exploités pour tout ce qui est les produits de biocarburants. Donc tout ça, nous devons permettre de produire beaucoup plus qu'au moins de ressources. Donc, pour produire plus qu'avec moins de ressources, il faut bien évidemment donc, passer à la digitalisation. Il y a quelques chiffres qui montrent que 50% des productions donc, en Afrique, elles sont à la poubelle, et bien évidemment, tel que il a mentionné donc, le ministre et monsieur donc, l'expert de SAP, il manque de logistique, les outils de gestion, de visibilité, de process à partir du labour, de production, de l'agriculture, donc de la distribution, de la consommation, et bien identifier le processus de consommation, les produits, donc la demande et tout ça, c'est faisable à travers aujourd'hui le numérique. Donc nous, par exemple, au sein de notre groupe Poulina Holding en Tunisie, on a travaillé sur l'axe donc l'eau, donc bien évidemment l'importance de l'eau qui devient de plus en plus rare. On a mis de solutions pour tout ce qui est les systèmes d'irrigation
qui sont basés sur l'IoT, et bien évidemment grâce à la technologie LoRaWAN. Et ça nous a permis donc d'optimiser donc ce facteur, que ce soit en termes de piloter l'irrigation ou de l'injection d'engrais. Donc les défis donc, et les enjeux sont multiples. Je pense que la transformation digitale au secteur de l'agriculture c'est une question d'état d'esprit, de support et d'engagement, parce que ce soit en Tunisie ou en Afrique, on ne croit pas que l'agriculture est un domaine de business, alors qu'à travers le numérique, oui, c'est qu'il faut donc, je peux donc confirmer qu'aujourd'hui l'agriculture c'est un domaine de business porteur de l'argent, donc est capable d'absorber un grand nombre de chômeurs diplômés de l'enseignement supérieur. Merci beaucoup. Monsieur Morinière, vous êtes consultant. J'avoue que j'ai lu certaines de vos études, particulièrement tout ce qui concerne la monnaie électronique. Et donc, je pense que quand même, vous devez pouvoir nous dire ce que vous constatez sur le terrain, quels sont les enjeux, quels sont les défis que nous devons relever. S'il vous plaît. Merci beaucoup et merci encore une fois pour l'invitation à participer à ce panel. Oui, en effet, je suis consultant et qu'est-ce qu'un consultant peut bien faire comme métier ou qu'est-ce qu'un consultant peut bien faire sur le continent africain dans l'agriculture? Évidemment, nos clients, ce ne sont pas des agriculteurs, ce ne sont pas les agriculteurs familiaux. Alors oui, ce seront des industriels, des producteurs, des producteurs agricoles qui exportent leurs denrées et qui ont suffisamment de revenus pour pouvoir acheter du conseil. Ce seront des industriels qui vont transformer sur place. On les connaît tous et ces gens-là, oui, ce sont nos clients. Et ce sont nos clients qu'on accompagne dans leur stratégie digitale, qu'on accompagne dans leur transformation quand ils veulent mettre un nouveau système d'information et qui veulent essayer de donner un petit peu plus de qualité dans le suivi de leur production, d'améliorer la qualité de la production des producteurs avec qui ils travaillent. Mais ces gens-là, ils produisent des choses que les Africains ne consomment pas ou très peu. De l'huile de palme, du cacao, du café, du thé, de l'arnacade éventuellement. Mais ces gens-là, ils ne produisent pas du riz, du mil, du maïs, de la pomme de terre. Et il faut savoir qu'en Afrique, la première ressource énergétique alimentaire, c'est le riz. Et le riz, pourtant, quand on voit d'où il vient, d'Asie, de zones très pluviales, on se demande comment finalement on en est arrivé là. On en est arrivé là parce que quelques pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest produisent l'essentiel de la production en riz en Afrique. Et ces gens-là, aujourd'hui, quand on regarde un petit peu la manière dont les Africains consomment ce qu'ils produisent, à peu près 80% de ce qui est consommé par les Africains est produit par des petits agriculteurs familiaux. Les gens à Yopougon ou dans les campagnes, à Abidjan, ils vont pas manger, ils vont pas se fournir chez Place. Ok, Place, c'est très bien, mais ils vont pas acheter leur nourriture là-bas. Ils vont acheter leur nourriture sur le marché du coin. Ils vont pas se déplacer pour aller chercher leur poulet, leurs œufs, leur riz. Et pourtant, quand on prend ne serait-ce que le riz, et si on regarde les chiffres qui concernent notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana ou d'autres pays producteurs de riz, le riz, grosso modo, la plupart des pays producteurs, et notamment la Côte d'Ivoire, produisent 50% de leurs besoins. C'est-à-dire qu'en gros, la Côte d'Ivoire importe du riz et pourrait produire 3 fois plus. Donc la Côte d'Ivoire pourrait exporter du riz. On le voit à l'instant, Frédéric Massé l'a présenté, il y a 2 pays qui sont exportateurs nets, alors qu'un pays comme la Côte d'Ivoire pourrait être exportateur. Il faut savoir qu'avec les consommations mondiales de riz aujourd'hui, et notamment en Asie, d'ici 2050, l'Asie ne pourra plus exporter de riz, parce que leur consommation sera au niveau de leur production. Donc demain, l'Afrique ne pourra plus se fournir en riz. Donc il faudra qu'elle produise. Et ce ne sont pas des industriels, à part des traders éventuellement qui vont profiter de ces changements, qui vont se lancer là-dedans tout de suite. Ce ne sont pas des industriels, à part des transformateurs, ceux qui vont blanchir le riz pour l'exporter éventuellement en Europe, qui vont trouver les solutions. Ceux qui vont trouver les solutions, c'est les producteurs actuels. Sauf que le producteur actuel, quand on lui dit tu produis du riz mais qu'on capte le prix d'achat du riz, bah, il n'a plus envie de produire et il va produire autre chose. Et on lui propose de produire de l'huile de palme, de l'arnacade, du café, etc. Voilà. Donc on est arrivé à un système où personne n'accompagne réellement la transformation alimentaire du continent. Alors comment le digital peut aider à faire ça? Alors je viens de le dire, on accompagne des grands groupes industriels pour les aider à se digitaliser.
Mais évidemment, le petit producteur de riz qui a même pas 1 hectare dans le centre de la Côte d'Ivoire, on va pas lui donner une application digitale, un ERP, un téléphone, et on va pas lui dire grâce à ça tu vas augmenter ta production. Il va nous regarder, déjà il peut pas s'acheter un smartphone, il peut pas payer la data qui est nécessaire pour collecter, etc. Il peut pas utiliser même le smartphone parce que c'est même pas sûr qu'il sache ce que c'est. Alors évidemment, de plus en plus de gens le savent, mais la réalité, c'est que le producteur, lui, ce qu'il veut, c'est produire le riz pour se nourrir sa famille et éventuellement son village. Donc comment on fait pour accompagner ces gens-là ? Eh ben, c'est justement ce que expliquait Frédéric tout à l'heure, c'est que c'est au travers de tout le business que peut créer cette chaîne de valeur qu'on va équiper ces gens-là et qu'on va leur permettre, grâce au digital, de devenir beaucoup plus efficients. Pourquoi ? Parce que quand on regarde un petit peu la manière dont les productions alimentaires, riz, maïs, pommes de terre sont faites, il y a des énormes déficits de production et des sous-productions dans certaines zones et des surproductions dans d'autres. Il y a des fois des gens qui disent « moi je pourrais produire beaucoup plus mais je ne sais pas à qui vendre ». Pourquoi je ne sais pas à qui vendre ? Parce que personne ne vient acheter. Personne ne vient me dire où est-ce que je peux acheter. Donc il faut que le transformateur, celui qui peut acheter, il puisse aller s'adresser directement au petit producteur en lui disant bah, « toi, ta production tu vas la faire pour ta famille mais en plus je vais t'en prendre 20%. Et je vais t'acheter à tel prix. Comme ça, je suis sûr que j'aurai du stock pour le revendre, etc., etc. Sauf que ces gens-là, il faut leur donner accès à cette information. Et comment on leur donne accès à cette information ? En allant les voir. Aller les voir, ça coûte. Donc il faut trouver tout un écosystème d'intermédiaires qui, eux, ont intérêt à aller voir ces gens-là. Et qui a intérêt à aller voir ces gens-là ? Ce sont des apporteurs de services, ceux qui vendent des intrants, ceux qui vendent de l'assurance, ceux qui vendent de la banque, ceux qui vendent de la logistique. Eux, ils ont intérêt à aller voir tous ces gens-là parce qu'ils se disent, demain, quand il produira un peu plus, eh ben, il pourra, par l'intermédiaire de sa production, gagner un peu plus d'argent et m'acheter des services, s'assurer, ce qu'il ne fait pas, en santé, assurer sa production, etc. Se bancariser, prendre des crédits pour éventuellement se mécaniser, etc., etc. Donc le vrai problème aujourd'hui de l'agriculture en Afrique, et notamment du digital dans l'agriculture, il n'est pas de faire... je dis ça pas ça pour mes collègues qui font ça parce que c'est très bien, mais de faire des drones, de faire de l'IoT, de faire du big data, oui, très bien, mais comme le disait Frédéric tout à l'heure, la data, il n'y en a pas. Les drones, c'est bien, mais c'est pas ce qui va faire que les maïs vont pousser et qu'on saura exactement où les planter, comment et comment irriguer. Tout ça, on le fera parce qu'on pourra apporter du conseil aux petits agriculteurs qui sont eux qui nourrissent l'Afrique. Et on le fera seulement parce qu'il y a des industriels qui pourront financer cette digitalisation. Et ces industriels-là, ils financeront cette digitalisation parce qu'ils gagneront de l'argent grâce à la production des petits agriculteurs. Non pas en leur piquant l'argent, mais simplement en revendant la production supplémentaire qu'ils auront produit. Voilà, c'est grâce à cet écosystème qu'on pourra pourra changer vraiment la manière dont l'Afrique se nourrit demain. Je dois partir, je laisse à l'assistance, il y en a qui vont poser des questions. Merci, monsieur le ministre. Bon après-midi. Ok, je vais laisser monsieur Monsieur Massé réagir et puis je vais laisser la salle aussi réagir et poser des questions. Et puis on viendra si le temps nous le permet, si David Gueye nous le permet, on va reprendre une deuxième fois la parole. Merci, monsieur Massé. Oui, très rapidement, ce qu'on a tous dit, c'est qu'effectivement, si on veut transformer l'agriculture en Afrique par l'agriculture des grandes entreprises internationales ou des grandes entreprises africaines, elles ont déjà fait cette transformation. Nous, avec clients comme Cosumar au Maroc, Sifka en Côte d'Ivoire, Royal Swazi Sugar Company au Swaziland, Kenyati Development Agency au Kenya, c'est des grandes entreprises qui sont au niveau des standards internationaux. Pour les PME, ça vient. Le problème, c'est que même si ces 20% du marché se transformaient et amélioraient leur efficacité, ça ne resterait que 20% du marché. Et ça ne réglerait pas le problème social qui est de maintenir, de fournir un futur aux agriculteurs. Alors nous, l'approche qu'on a mise en œuvre depuis le début de l'année, c'est de monter des places de marché financés par des opérateurs privés et qui vont permettre, en bon français, de faire le sourcing via des coopératives, des groupements jusqu'aux petits agriculteurs et de faire le trading vers les grandes entreprises, les entreprises de taille moyenne. Avec un fait qu'on n'a pas signalé jusqu'à maintenant, les grandes entreprises, elles sont sollicitées par les gouvernements pour
acheter leurs produits de base aux petits agriculteurs. Mais ces grandes entreprises qui fonctionnent sur les marchés nationaux africains ou à l'international, elles ont des critères de qualité, elles ont des critères de sécurité sanitaire qui nécessitent des cahiers des charges que les petits agriculteurs individuellement ne peuvent pas suivre. La mise en place d'une plateforme, d'une marketplace, d'une place de marché, c'est pas seulement du logiciel. Parce que le logiciel, il existe, il est là. Mais c'est des gens qui, sur le terrain, vont accompagner les petits agriculteurs. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a les conseillers agricoles, des agences de soutien à l'agriculture. Juste 2 chiffres. En moyenne, un conseiller agricole gère 2000 agriculteurs jusqu'à 10 000 agriculteurs au Nigeria. Un conseiller agricole ne peut pas gérer 2000 agriculteurs. Donc on a des partenaires au Nigeria qui ont mis en place des modèles de conseillers agricoles privés auto-entrepreneurs. Ils recrutent des jeunes diplômés chômeurs, ils les forment, ils les équipent avec un terminal Android. Ça fonctionne. Au Burundi, un de nos partenaires lui organise les producteurs par groupe de 50. Et donc il y a la dimension place de marché, mais aussi la dimension d'organisation des petits agriculteurs qui, à l'unité, ne pèsent rien. D'accord ? Revenu annuel de l'ordre de 1000 $. Mais quand vous en avez 250 millions, c'est une masse financière de 250 milliards dont on parle. Donc le potentiel pour créer des chaînes de valeur inclusives, dans le sens qu'elles vont permettre aux populations de continuer à vivre de l'agriculture, il est là. Il suffit juste de trouver les réglages, d'être certain que les réglementations permettent de faire accompagne et contrôle, mais la technologie est là, l'argent est là, d'accord ? Il faut juste démarrer. Donc nous, là, on travaille sur 7 projets en parallèle, dans 7 pays différents, sur le modèle de ce qu'on vient de signer au Nigeria, avec en ambition des millions de petits agriculteurs, de façon à effectivement les intégrer dans les chaînes de valeur. Merci. Je vais prendre les réactions de la salle, une première série de questions. Je vais prendre 3, en fonction de la demande, je vais prendre 3 à 5 questions. La salle. Non, si vous permettez, si vous permettez. Allons-y. Votre nom et puis votre structure et la question. Vous avez la parole ? Oui, bonjour. J'avais une question par rapport à ce que vous avez dit, monsieur, et au niveau des données. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de data disponible. Mais moi, je suis surprise de ça. J'aurais voulu savoir si, par exemple, madame, vous pourriez nous éclairer sur le sujet au niveau de ces données. Parce que moi, a priori, il faudrait commencer par les collecter déjà, peut-être. Voilà. Donc, je suis surprise de ça quand même. J'avais aussi une question sur les bases de données. Bonjour, Daniel Meniscalco de la société Commune Éthique. Je voulais savoir si en Afrique, dans chaque pays et globalement entre les pays, y a-t-il des bases de données sur l'agriculture interopérables ? Je dois parler à l'assistance. Je m'excuse, je ne suis pas parti sur une fausse note. Mais sinon, c'est pas du tout parce que je suis choqué ou quoi d'autre. Au contraire, j'aime bien cette interaction. Nous, c'est notre quotidien et on doit nous apprendre et puis donner ce qu'on connaît. Mais ce n'est pas sur une fausse note. C'est pour m'excuser, sinon c'est rien d'autre. Voilà. Oui, bonjour, Vincent Roger Machard, Albaron Digital, je suis consultant et je voulais apporter un témoignage d'une mission sur laquelle j'ai travaillé en Côte d'Ivoire où la Banque mondiale a lancé un programme autour de la e-agriculture qui visait d'une part à améliorer la connectivité dans les zones rurales et d'autre part à apporter des solutions. Et l'exemple qui était très souvent donné, c'était celui que vous avez repris d'offrir aux paysans la possibilité de connaître le cours des matières premières dans les villes environnantes, ce qui effectivement est très utile pour vendre au meilleur prix. Quand ils sont allés promouvoir ce projet dans les régions bénéficiaires,
ce qui est remonté des paysans, c'est oui, très bien, on pourra connaître les cours des matières premières, mais on ne pourra pas aller les vendre parce qu'on n'a pas les routes pour aller amener notre production. Donc ça va dans le sens de ce que vous disiez, oui, on peut faire beaucoup de choses avec le numérique pour aider l'agriculture, mais il y a quand même tout un contexte à ne pas oublier, et à un moment, on ne peut pas être dans le virtuel. Merci, je pense que les questions s'adressent. De toutes les façons, je voudrais donner mon expérience. Moi, je suis le directeur de l'économie numérique de la commission de l'UEMOA. La commission de l'UEMOA, c'est 8 États membres en Afrique de l'Ouest. Et je peux vous dire que dans ma spécialité, collecter les données est très difficile. Tout simplement parce que nous ne sommes pas très bien organisés et structurés. C'est-à-dire qu'à un instant T, les informations sont là. Et il y a beaucoup d'informels, même dans les sociétés qui sont relativement organisées. On veut protéger l'information, on veut cacher ceci. Je pense que dans ma spécialité, l'économie numérique, il y a beaucoup de difficultés. Je vais vous donner un exemple très simple. Dites combien de smartphones il y a dans tel pays, c'est difficile. Combien d'ordinateurs il y a, c'est difficile. Donc je pense que je vais laisser la parole aux spécialistes. S'il vous plaît, Monsieur Massé. Ouais, très vite, on discute de modèles théoriques, c'est vrai, il y a beaucoup de grandes discussions. Moi, je sais que je passe 25 jours par mois en Afrique, d'accord? Donc, je suis sur le terrain, je vois des acheteurs, je vois des vendeurs, je vois des petits agriculteurs. Et effectivement, vous avez raison, la question des infrastructures, elle est clé. Mais si un gouvernement ne sait pas où sont ses bassins de production, ne sait pas évaluer quelle est la production de telle unité administrative ou géographique, comment est-ce qu'il va pouvoir décider d'utiliser les financements qu'il a, internationaux, nationaux, qu'ils soient chinois ou autres, pour mettre en place l'infrastructure? Et madame, je suis d'accord avec vous, c'est extrêmement étonnant. Mais j'ai été invité par la Banque mondiale en Côte d'Ivoire à aller faire une visite de terrain. On a vu 2 groupes de riziculteurs, 2 km d'écart entre les deux. Le même système d'irrigation par le même barrage. Le premier groupe produisait 2,5 tonnes à l'hectare. Le deuxième groupe produisait 6 tonnes à l'hectare. Personne ne le sait. Donc personne n'est capable de se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils ne produisent que 2,5 tonnes? Donc collecter les données, il ne s'agit pas de faire un recensement, et puis dans 5 ans on fait un réajustement statistique, machin, etc. Non, on doit capturer les données avec les transactions économiques. C'est les transactions économiques qui vont faire que ces données sont capturées et maintenues. C'est les applications qui fonctionnent sur Android en mode connecté ou non connecté, parce que oui, aussi en Afrique, quand vous sortez de la capitale, il n'y a pas toujours de la 4G. D'accord? Donc, ces applications qui sont des applications à visée commerciale, d'accord? Ça vise à instrumenter, oui, des transactions commerciales. Elles vous garantissent que le petit agriculteur, dont le paiement va dépendre de la qualité des informations, il va y faire attention. L'acheteur, le vendeur d'engrais, le banquier, etc., tout le monde aura intérêt à ce que ces données soient de bonne qualité. D'accord? Et ces données, aujourd'hui, on n'est pas obligé de fabriquer un data center, de mettre 3 ans à organiser le système. Ça fonctionne en mode cloud. D'accord? Ça coûte entre 1 et 2 euros par agriculteur et par an. D'accord? On est donc dans un coût d'usage qui est extrêmement bas. Rappelez-vous, 1 000 $ en moyenne de revenus annuels. Et on sait que ça va être le vecteur d'intrants de qualité, d'acheteurs qui sauront où sourcer leurs matières premières, de services bancaires qui vont pouvoir proposer des alternatives au microcrédit, des institutions de microcrédit. C'est super, hein, mais entre 20 et 40% de taux d'intérêt, en France, on va en prison. Hein. D'accord? Ça s'appelle le taux de l'usure. Donc, ces datas-là, aujourd'hui, n'existent pas. Vous avez les statistiques de la FAO, qui sont compilées par rapport aux statistiques que donnent les États. Et les statistiques que donnent les États, il y a une partie politique dans tout ça. Hein, les importations et les exportations, c'est clair. Hein, il y a a priori des taxes, du transit douanier, etc. Mais ces données-là, aujourd'hui, elles manquent cruellement. On dit 250 millions
mais c'est à 30 millions près. D'accord? Donc voilà, je pense que la vraie problématique, elle est là. Et la vraie solution, c'est de descendre au niveau de la transaction. Merci beaucoup. Et Madame Liborg. Oui, alors, vous avez totalement raison, Monsieur Massé, c'est l'une des raisons pour lesquelles, effectivement, on milite, nous, pour une réelle promotion de l'entrepreneuriat agricole, parce que la réalité est celle-là, effectivement, du manque d'informations, il n'y a pas de data, etc., mais notons quand même que de plus en plus, on assiste à un mouvement, quand même, qui va dans ce sens-là. On a le Gabon qui s'est engagé dans l'identification, etc., de ces données, on a le Bénin également, donc le fait est qu'aujourd'hui, avec l'émergence du numérique, nous sommes obligés d'y aller. On ne peut pas attendre. Je voulais dire au Cameroun, je viens du Cameroun. En Afrique, on a un problème de gouvernance, ça c'est vrai. Ce qui fait que même quand il y a de la volonté, pour aller dans le bon sens, ça prend du temps. Et ceux qui peuvent réellement changer la donne, à mon sens, à notre sens, à nous, et je pense que c'est ce que M. Massé disait également, ce sont les acteurs du secteur privé. Donc il faut pas voir les choses de manière négative, dire ok, il n'y a pas de data. Il faut plutôt regarder cette Afrique-là, cette Afrique agricole avec son potentiel au niveau agroalimentaire, comme un véritable marché sur lequel les acteurs du secteur privé peuvent créer de la richesse de manière exponentielle. Et ça peut passer effectivement par les données, il a très bien expliqué. Et c'est justement dans ce sens-là qu'il faut aller, que nous déployons aujourd'hui nos activités avec effectivement aussi la mise en place d'une application qui à l'origine était dédiée en fait à la commercialisation et à la valorisation des produits issus du terroir, mais on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait une faille, il y avait encore un réel besoin donc en ce qui concerne effectivement donc la prise en compte des acteurs du terrain, donc les petits producteurs, et on fait ce travail, ça prend énormément de temps. Aujourd'hui, en termes de digitalisation, on a les solutions en Afrique. Vous avez une véritable, comment dirais-je, vous avez un mouvement en fait avec une jeunesse africaine engagée qui crée. On a des applications dans tous les domaines, aussi bien en ce qui concerne l'irrigation de l'eau, la commercialisation. On a des plateformes de e-commerce. Louma, je pense, je crois que c'est au Sénégal. Vous en avez plein. Vous avez des solutions de mobile payment, etc. Mais on a besoin d'argent parce que même à ce niveau-là, on a des jeunes qui innovent au quotidien, mais par manque de financement, en fait, ces applications restent malheureusement dans les placards. Et c'est là que les acteurs du secteur privé, que nous sommes, peuvent réellement apporter une véritable valeur ajoutée avec la mise en place, effectivement, de ce que j'appelle les partenariats public-privé. Donc, il faut travailler avec nos États. Il y a une réelle volonté, effectivement, d'opérer cette transition numérique agro-digitale, mais il faut surtout et d'abord compter sur le privé, sur l'engagement de la société civile, et voilà, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Merci, Madame Liborg. Monsieur Bassem, une réaction de votre part? Juste ce que je voudrais rajouter, dans la digitalisation, telle que les autres secteurs, c'est que nous devons changer notre manière de réflexion, parce qu'aujourd'hui, on pose toujours à l'outil quelles sont les solutions à mettre en place, alors que, à mon avis, et c'est ma conviction, que nous devons voir les choses autrement, c'est d'avoir la visibilité avant l'outil et les produits. Quels sont les objectifs, donc quels sont les produits, donc la population cible, le process. Et je pense que donc, tout cela se base sur le modèle PPT, Process Management Technology. Donc pour les données, c'est tout à fait normal, donc l'absence d'une base de données, que les informations aujourd'hui, les données ne sont pas sectorisées. Et je pense que nous devons travailler sur la collecte des informations en temps réel et l'analyse donc d'une manière approfondie de ces informations, et essentiellement sur l'incidence financière de ces données. Donc, merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on a un instant, s'il vous plaît. Je vais poser une petite question pour clôturer. C'est vrai que nous sommes arrivés à un niveau en Afrique où tout ce qui est nouvelle application technologique et numérique est complètement fondamental pour avancer dans tout ce que nous faisons.
dans la vie quotidienne et aussi justement dans l'agriculture. J'aurais souhaité avoir dans le panel une personne de formation qui pourrait nous parler des formations actées au niveau de la nouvelle technologie et au niveau des formations agricoles en Afrique, parce que nous parlons aujourd'hui d'agriculture et des applications digitales sur l'Afrique, mais on est à un niveau où on est très loin à ce niveau-là, donc nous devons nécessairement placer le curseur sur les formations, et tant agricoles, tant au niveau de la production et de la transformation. Alors la question que je me pose aujourd'hui, puisque le digital va à une vitesse grand V, ça va très vite, les gouvernements ont du mal à suivre, qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'ensemble nous créons quelque chose pour que les gouvernements puissent être complètement à la ressource de tout ça, parce que ça va tellement vite qu'il y a des gouvernements qui ne comprennent pas. Ça va trop vite. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour contrer tout ça et pour mettre plein feu sur ces applications agricoles, parce que l'agriculture, c'est quand même le présent et l'avenir. Merci beaucoup. Je pense que, comme on dit chez nous, vous m'avez marché sur la langue, puisque vous venez juste d'aborder la deuxième question que j'aimerais poser aux panélistes. Je crois qu'il y a encore une demande de parole. Oui. Très rapidement, allez-y. Bonjour, Warda Abdelkader, fondatrice du cabinet Synergie Impulse. J'aurais une question par rapport au fait de savoir si on avait déjà des retours des utilisateurs de ces applications, de ces plateformes, qui les utilisent. Est-ce que le coût est abordable et qu'est-ce qu'ils en pensent? Merci. Déjà, le cas du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie sont extrêmement importants, où les gens connaissent le prix de leur production sur les marchés environnants. En fait, vous avez une application qui, chaque jour, vous dit que l'igname au marché, parce que vous êtes géolocalisé et on connaît le marché. On vous dit, voilà, le marché, le manioc coûte tant le kilo. Et donc, vous êtes capable d'en tirer un bon prix. Parce que ce qui se passe en général, ce sont des gens où la spéculation font que certaines personnes n'aiment plus produire certaines denrées parce que ça ne se vend pas bien. Et donc, on a constaté que l'augmentation des prix, bon, pour le producteur, pour les petits agriculteurs, et ils ont augmenté leur production de 20%. Donc, cela veut dire que c'est une application qui est rentable. Au Togo, il y a des informations aux agriculteurs sur l'intrant. Comment vérifier que l'intrant est de bonne qualité et que ce n'est pas, comment je dirais, de mauvaise qualité, voilà. Par exemple, aux agriculteurs, ainsi de suite. Mais comme vous le dites si bien, cela se fait dans des productions que je dirais industrielles, comme le coton, voilà. Alors que pour le maïs, pour les produits de tous les jours, elles n'existent pas. Bon, maintenant, je ne sais pas si quelqu'un veut... Voilà. Juste pour que ce soit clair, la solution qu'on déploie, elle n'est pas utilisée par les petits agriculteurs familiaux pour les raisons que mon voisin a expliquées tout à l'heure. Un smartphone, même à 100 euros, 100 $, Olivier pourra vous dire combien ça coûte, voilà, c'est pas abordable. Ils n'ont pas, la plupart sont illettrés, ils savent compter, hein, il n'y a pas de question là-dessus, mais il ne faut pas rêver. L'idée de chaque agriculteur avec son smartphone, d'abord, il n'a pas de connectivité partout, et puis quand bien même il y a de la connectivité, il n'a pas d'électricité. D'accord ? Donc l'idée, c'est pas de dire on va régler tous les problèmes d'infrastructure et puis après, vous allez voir, ça va marcher. On dit on prend les choses comme elles sont. L'application, elle est utilisée par des acheteurs et par les conseillers agricoles qui font la collecte de data. D'accord ? Pour eux, c'est un super outil. Ils sont pas du tout, ça leur pose pas de problème. Une entreprise comme Barry Callebaut, qui est le premier producteur de chocolat dans le monde, utilise cette solution depuis quelques années et va l'utiliser pour sourcer son cacao dans tous les pays. Pour, d'une part, avoir de la certitude sur ses approvisionnements, pour avoir de la traçabilité, être certain que les cacaoyères ne sont pas dans des forêts protégées, pour être certain qu'il n'y a pas d'enfants ou d'esclaves impliqués dans la production de chocolat. Vous imaginez la campagne sur les réseaux sociaux. Et puis, dernière chose, parce que Barry Callebaut, il n'a pas des contrats à vie avec des producteurs. Tous les ans, il doit
renégocier avec ses producteurs. Et donc il a un problème de loyauté de ses fournisseurs. Parce que Olam, Cargill, les autres grands qui achètent ces matières premières vont essayer de prendre ses clients. Et donc il utilise la solution parce que les datas qu'il collecte lui permettent de fournir à l'agriculteur et à sa famille de l'aide, des subsides, la césure entre les deux saisons, etc. Donc l'application en elle-même, elle ne tire que les aspects positifs. Le négatif, parce qu'il peut y en avoir, c'est les données personnelles des agriculteurs. Mais nous, on est une entreprise européenne, on est supporter de la RGPD, on n'a pas de problème avec ça. Les gens, aujourd'hui, on n'a pas leurs données, ils sont dans la situation où ils sont. Il vaut peut-être mieux avoir leurs données, gérer des risques, mais en même temps gérer de la richesse. S'il vous plaît. Je voulais quand même répondre à monsieur sur la formation, puisque je ne sais pas si on allait en parler tout à l'heure, mais... D'accord. Je fais écho avec ce que vient de dire Frédéric. En réalité, la formation, il ne faut pas s'attendre à ce que demain, on crée des centres de formation dans toutes les campagnes, que les États fournissent de la formation à tous les agriculteurs, et que voilà, il ne faut pas compter malheureusement sur les pouvoirs publics pour ce genre de choses. Les bailleurs de fonds investissent aussi beaucoup sur l'éducation initiale, sur les éducations pour les ingénieurs, pour les agronomes, etc. Mais le petit agriculteur familial, lui, d'abord, il n'a pas les moyens d'acheter de la formation, il n'a pas souvent le temps, il n'a pas accès à cette formation, et puis c'est pas lui qu'on va aller voir, à part quelques ONG, c'est pas lui qu'on va aller voir systématiquement. Donc la solution, elle est au travers du business, c'est-à-dire c'est parce que demain, ces petits agriculteurs généreront du revenu pour eux-mêmes, et potentiellement pour ceux qui vont acheter leur production, parce que ces petits agriculteurs amélioreront leur rentabilité et leur productivité, qu'il y aura des gens qui demain seront capables de leur proposer des services en contrepartie de formation, d'accompagnement, etc. Typiquement, si on prend l'exemple de l'application qu'évoque Frédéric, un transformateur qui enregistre les transactions d'un petit agriculteur. En contrepartie, il lui dit, bah, si tu veux, moi je t'achète ta production, donc j'enregistre ta production, ça génère de la data, et si tout le monde le fait, ça en génère de manière massive, donc derrière on peut avoir des statistiques pour répondre à madame, mais en plus de ça, je peux éventuellement te donner quelques conseils pour que demain, ta production de l'année prochaine soit améliorée. Le conseil, c'est que évite de planter telle graine, va planter plutôt telle autre. Évite tel type de sol, va utiliser celui-ci, etc., etc. Va labourer à telle période, fais attention à l'hydrométrie, etc., etc. Tout ça, l'agriculteur, il le sait de par ce qu'on lui a appris, c'est souvent des réflexes ancestraux, mais malgré tout, il y a des fois des accompagnements complémentaires que ces fournisseurs de services qui utilisent la data et qui vont acheter, enfin qui d'abord vont acheter la production et qui utilisent la data, vont pouvoir lui apporter. Donc il ne faut pas attendre à ce qu'il y ait demain des centres de formation, des formateurs qui aillent battre la campagne pour donner les bons conseils. Ces conseils, ils viendront du secteur privé. C'est le secteur privé qui, parce qu'il va devoir développer l'agriculture pour nourrir l'Afrique, fournira de cette manière des services. Alors, c'est pas le monde des bisounours, il y aura sûrement des problèmes. Il faut aussi s'attendre à ce qu'il y ait des dérives, mais malgré tout, il vaut mieux jouer le pari de lutter contre ces dérives plutôt que de laisser l'Afrique aujourd'hui de moins en moins nourrie telle qu'elle l'est. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième question. Allez-y. Oui, désolé. Alors en termes de solutions, justement, donc en ce qui concerne effectivement donc la nécessaire collaboration donc entre le privé, le public et la paysannerie, bref les divers acteurs, la plateforme Afrique Grenier du Monde a mis en place en fait un forum économique qui se déroule, dénommé le FAGEM, qui se déroule en fait en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest également. On a eu la première édition donc l'année dernière au Bénin, donc à Cotonou, avec la participation de plus de 500 personnes, 500 acteurs venant de divers États. Et ça a été véritablement une réelle occasion de voir donc ces fameux partenariats public-privé, donc avec le politique qui
essaye donc de tirer parti effectivement du numérique. On a par exemple le Bénin qui essaie de numériser le cadastre. Donc ça, c'est aussi un problème en ce qui concerne notre agriculture. Et l'année prochaine, on continue avec l'Afrique centrale au niveau du Cameroun et du Gabon. Donc des solutions sont là, c'est vrai. Mais encore une fois, je rejoins effectivement donc le point de vue de mon confrère qui parle effectivement donc de business. Il faut réellement voir ce secteur clé comme un secteur à conquérir, notamment par les acteurs du secteur privé. Il n'y a pas grand-chose à attendre du politique. Ça fait 30 ans qu'on est malheureusement face à une politique agricole inefficace. Donc voilà, il faut y aller en tant que businessman. Ok, merci beaucoup Madame Libok. J'ai l'impression que vous en avez quelque chose après les gouvernants, jusqu'à ce que le gouvernant soit parti. Je suis jeune. On fait face aujourd'hui à une urgence qui est celle de la croissance démographique sans précédent dans ce continent. Je fais partie, je travaille avec l'Union africaine aussi. Et je peux vous garantir qu'on ne voit pas grand-chose avancer. Donc malheureusement, c'est un cri du cœur. Je suis obligée de le faire. Et voilà, moi j'invite tous les acteurs, tous les entrepreneurs effectivement à investir les lieux. Mais en tant que businessman, et à y aller. Voilà. Alors, je pense que... Alors, donc, je n'ai pas menti. Tu en as, après les gouvernants, à tel point que le gouvernant est parti. Alors, moi, je vais poser une question ici. Je ne crois pas. Je vais poser une deuxième question. Effectivement, nous avons fait un diagnostic des problèmes de logistique, des problèmes de production, des problèmes de commercialisation, des problèmes de transformation, ainsi de suite, un certain nombre de problèmes que nous avons posés. Alors, d'infrastructures de télécommunications, bon, alors vous m'attaquez un peu, mais je ne dis rien, parce que il faut pouvoir adapter votre application par rapport au réseau que vous avez. Vous pouvez le faire par SMS, vous allez me dire que c'est trop gourmand, ainsi de suite. Il faut l'adapter à la clientèle auquel vous vous adressez. Alors, je vais poser une deuxième question qui va nous permettre de rebondir sur un certain nombre de choses. Alors, c'est vrai, vous n'entendez rien des politiques, mais moi, je conseille les politiques. En tant que communauté économique régionale, je conseille les politiques. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Dites-moi au moins 3 mesures clés, si vous prenez la parole, qu'on doit prendre pour quand même transformer cette agriculture en utilisant l'outil numérique. Qui prend la parole premièrement? Monsieur Massé. 3 fois 4 mots. Premièrement, pousser la généralisation des offres non sollicitées. C'est-à-dire que si des opérateurs privés arrivent avec une solution réelle pour un problème réel, relancez pas un appel d'offres pour mettre 10 ans et beaucoup d'argent dans le conseil, etc. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, faites en sorte que la réglementation sur les données personnelles soit clarifiée dans l'ensemble des pays, de manière à garantir la sécurité des données personnelles. RGPD, c'est une excellente base. Tout le monde n'est pas d'accord avec. Même des grands de l'IT mondial non européens militent contre la RGPD, mais clarifiez ça. Troisième chose, flécher des subventions vers les agriculteurs, vers les coopératives, sur la base des données, sur la base de la réalité économique. D'accord ? Quatrièmement, faciliter l'accès des jeunes diplômés, aujourd'hui chômeurs, vers ces emplois qualifiés de conseillers agricoles, sur l'amont, sur l'aval, sur les fonctions de support, en finançant les formations, en finançant une partie éventuellement, non pas de la rémunération, mais des subsides nécessaires. Donc voilà, 4 choses très simples, très pragmatiques. Merci beaucoup, Monsieur Massé. Monsieur Bazar. Je pense que donc l'État doit donner confiance aux acteurs privés, donc des banques, assurances, des hommes d'affaires, et qu'aujourd'hui l'agriculture donc est un domaine de business. Donc l'effort aussi de l'État, c'est la généralisation et l'interconnexion que toutes les zones essentiellement rurales ou autres soient éligibles par l'infrastructure de télécommunications. Que c'est l'effort essentiellement de l'État, c'est pas que les opérateurs privés. Donc subventionner essentiellement les startups et les agriculteurs pour l'acquisition et des solutions numériques, technologiques. Donc, et nous, en Tunisie, l'expérience s'est lancée depuis 2017 et que l'acquisition donc, des solutions techniques et numériques orientées vers l'agriculture, ça peut atteindre jusqu'à 50%. Un travail donc d'accompagnement, des sensibilisations des agriculteurs donc, sur la numérisation et la transformation digitale
et bien évidemment l'accompagnement de leur convaincre aujourd'hui que l'agriculture est un domaine de business. Merci. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, notamment ce que vient de dire Frédéric. Je rajouterais une chose. On a quand même un problème aujourd'hui en Afrique, je ne vais pas être très politiquement correct, c'est le lien fort entre certains importateurs et certains États qui ne favorisent pas la production locale et potentiellement l'exportation. C'est-à-dire que quand on va mettre une politique d'autosuffisance alimentaire en place, on va se retrouver face à des gens qui vont faire un lobby assez fort au niveau de l'État pour faire en sorte que ces politiques ne fonctionnent pas, parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que leurs imports ne soient pas honorés. Voilà. Mais il faut faire attention quand on dit ça, et je le dis quand même parce que je pense que c'est un vrai sujet. Le deuxième sujet, je pense, c'est de laisser malgré tout, de raisonner par filière agricole. L'État on peut pas tout adresser d'un coup. Mais je pense que si par contre on regarde une filière qui n'est pas structurée de manière industrielle, donc qui n'a pas la capacité financière parce qu'elle est exportatrice de pouvoir financer du développement, de regarder la filière et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour cette filière. Et cette filière, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'être pilotée au niveau de l'État pour prendre des décisions dans l'objectif d'améliorer l'autosuffisance et d'améliorer l'accès aux productions pour tous les habitants du pays. Et donc d'accompagner le développement de cette filière avec les secteurs privés qui, eux, vont proposer des solutions digitales notamment. Et évidemment, je connais très bien la solution que propose SAP, qui est pour moi une solution qui fonctionne, qui est robuste parce qu'elle fonctionne sur le transactionnel, elle crée de la data, et cette data, elle est utile pour l'État. Mais l'État, il ne faut pas qu'il fasse. L'État, il ne faut pas qu'il se substitue au secteur privé. Il faut qu'il laisse le secteur privé faire son business et rendre les filières... je vous dérange ? Non, c'est bon. rendre les filières non structurées rentables. Voilà, donc pour moi, c'est des choses importantes. Ne pas mélanger les genres, s'assurer et fonctionner par filière, pour s'assurer, filière par filière, de les rendre rentables. Et quand une filière est rentable, on prend les best practices et on applique sur d'autres filières. Excusez-moi. Merci beaucoup, Madame Lebog. Oui, alors clairement, une petite précision, l'État est capital dans ce combat, dans ce challenge, et l'État est capital dans ce challenge-là. L'État, malheureusement, c'est vrai que c'est pas la faute des États africains. On peut pas le dire comme ça. La responsabilité est capitale et on n'a malheureusement pas le temps de revenir là-dessus. Je tiens tout simplement à signaler que nous travaillons avec l'État. On ne peut rien faire, on ne peut pas avancer sans l'État. Le forum que nous avons organisé, par exemple, au Bénin, a été en grande partie financé par l'État béninois. Donc, et ça va être le cas pour les autres initiatives également. Donc, nous travaillons en étroite collaboration avec les États. Mais c'est vrai que nous souhaitons effectivement voir les choses aller un peu plus vite. Voilà, donc ça c'est clair et net. Donc première préconisation effectivement, opérer peut-être un travail de prise de conscience collective. Donc à travers l'information et la sensibilisation, à travers la revalorisation de ce secteur clé auprès des divers acteurs, parce que c'est vrai que j'ai 44 ans aujourd'hui, je découvre le potentiel de l'agriculture africaine, donc à l'âge de 31 ans, alors que j'étais en poste chez un éditeur de logiciels. Et aujourd'hui, plusieurs années après, la réalité est toujours la même. Les jeunes en Afrique, la jeunesse africaine n'a pas conscience du potentiel de l'agriculture et du secteur agroalimentaire en termes de business, en termes de création de richesses. Donc, une information et une sensibilisation qui doit passer par les divers acteurs, pas simplement nos États, mais également le secteur privé, la société civile. Deuxième préconisation, effectivement, je rejoins M. Massé, revoir les divers mécanismes de financement du secteur agricole et agroalimentaire en Afrique. Voilà. Et veiller à ce que ces financements-là puissent véritablement arriver à la base, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, malheureusement. Et puis, troisième préconisation, œuvrer pour les partenariats publics-privés, parce qu'il s'agit effectivement d'un défi qui n'est pas simplement africain, mais qui est aujourd'hui universel. Il s'agit effectivement de permettre à cette Afrique de renouer avec sa sécurité alimentaire, d'aspirer à une certaine souveraineté alimentaire, mais il s'agit également de faire de cette Afrique-là un véritable grenier du monde
monde, vu que c'est une Afrique qui, à elle seule, regroupe plus de 60% des terres arables. Et nous avons une équation aujourd'hui à régler, une équation universelle qui est celle de nourrir 9 milliards d'individus à l'horizon 2050. Et cette Afrique-là constitue une solution non négligeable. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons le temps de prendre encore quelques questions? Oui, 2 questions. Alors je vois 3 doigts. Bon, je prends les 3 quand même. C'est ça l'État. C'est lui qui fait la loi. Allez-y. Donc, bonsoir à tout le monde. Je réponds au nom de Abdeljelil Bacharbang. Je viens du Tchad. Et donc, merci aux panélistes pour... Ma question est que quelles sont les stratégies pour créer une agriculture africaine de transformation locale et les rendre rentables et accessibles et commerciales avec les outils numériques pour créer une valeur ajoutée aux agriculteurs, c'est-à-dire Made in Africa. Et autre chose, de nos jours, nous voyons beaucoup plus la consommation bio et nos agricultures sont tuées beaucoup plus par les OGM, etc. Et ça crée certaines maladies, etc. Donc, quelles sont vos propositions ou suggestions pour une agriculture saine africaine? Merci. Oui. Oui, bonjour. Au fait, j'interviens par rapport à ce qu'a avancé M. Massé et Mme Charlotte. Je pense que la principale pierre angulaire aujourd'hui de l'agriculture en Afrique, c'est vraiment l'accès aux ressources financières. Parce qu'aujourd'hui, pour un agriculteur du Tchad ou du Mali ou du Sénégal, pour trouver même une mutuelle d'épargne et de crédit local qui fait confiance, c'est le véritable parcours du combattant. Il n'a pas de garantie. Aujourd'hui, la plupart des États de l'Afrique de l'Ouest, la terre appartiennent à l'État avec le domaine national. Aujourd'hui, vous avez 1000 hectares, vous êtes incapable d'aller voir un banquier pour mettre en gage vos terres. Vous m'entendez? La question. Voilà, non mais c'est juste une contribution par rapport à ça. Ça doit être vraiment pris en compte l'aspect cadastre. Et le deuxième aspect aussi, pour que les numériques puissent vraiment répondre au plus près des besoins et aspirations des agriculteurs, il faudrait aussi penser à l'aspect alphabétisation. Parce qu'aujourd'hui, toutes les applications, est-ce qu'ils sont faits en langue locale? Est-ce qu'il y a une possibilité de les transformer en langue locale pour que le paysan lui-même puisse les comprendre? Le paysan africain aujourd'hui n'a pas le temps d'apprendre l'anglais ou le français. Il a besoin du concret. Voilà, c'est juste ces petites contributions que je voulais rajouter. Je vous remercie. Merci. Au fond. Bonjour, mon nom est Zolami et moi je travaille avec Smart Africa. Donc je ne sais pas si quelqu'un sait ce qu'est l'Alliance Smart Africa. Et l'Alliance Smart Africa regroupe 22 États africains. Son siège est à Kigali. Et ça va répondre exactement aux questions que vous posez. Tout ce que vous venez de dire, dans l'Alliance Smart Africa, on y réfléchit. Et vous avez chaque pays a un objectif. Donc l'objectif du Sénégal dans l'Alliance, c'est de porter toutes les réflexions qui sont sur l'agri-tech et le green-tech. Donc aujourd'hui, nous avons en place donc, des comités, des réflexions, aussi bien avec l'Union africaine, la Banque mondiale, on réfléchit à tout ça. Tout ce dont vous venez de parler sont actés. Donc vous avez qu'à vous rendre sur le site smartafrica.org. Donc vous allez trouver toutes les informations sur qui fait quoi dans chaque pays. Vous allez trouver énormément d'informations sur les problèmes de financement également. Donc c'est indiqué. Sur le projet dont vous parlez, donc au Kenya, ça s'appelle eFood. Et pour répondre à la question de monsieur, ce dont vous n'avez pas précisé, c'est qu'il existe un call center qui regroupe toutes les informations parce que les gens sont analphabètes. Donc les gens peuvent appeler pour avoir de l'information et on leur dit exactement quel est le prix donc, des produits, des fruits qui sont disponibles, et ça a été développé par IHUB, qui est l'un des plus grands incubateurs. Ça répond à la question de comment forme-t-on, comment finance-t-on. C'est parce qu'il existe un écosystème qui a été mis en place. Il y a des financements dans le secteur de l'agriculture. L'autre point, j'ai organisé il n'y a pas très longtemps à Tunis
le plus grand forum des startups africaines. J'ai fait un appel à propositions au niveau africain. J'ai reçu plus de 370 propositions. Sur les 370 propositions, il y a eu plus d'une centaine dans l'agritech. Et on est en train de financer plein de projets agritech. Ce qui veut dire, madame, c'est que les jeunes sont très conscients de ce qu'est l'agriculture. Il y a énormément de projets. Je peux vous citer sans aucun problème une centaine de projets aujourd'hui que certainement vous ne connaissez pas. Donc, les jeunes sont conscients de ça. Et c'était une remarque que je voulais vous faire, et on en parlera dans le financement tout à l'heure. Merci. Je pense que nous n'avons pas de réponse particulière à donner. Je vais rapidement passer la parole à chaque panéliste pour un mot de fin. 1 minute. Madame Libog, mot de fin, 1 minute. Alors, 1 minute, l'agriculture aujourd'hui est la mère de tous les arts. Comme l'a dit le philosophe grec Xénophon, quand l'agriculture prospère, tous les autres arts prospèrent sur terre comme sur mer. Donc je finirai par là. Donc il s'agit du défi de l'humanité. Donc aujourd'hui, il s'agit de, comme je disais tantôt, rendre à cette Afrique donc ses lettres de noblesse en termes de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire. Mais il s'agit également de résoudre une équation universelle qui est celle de nourrir 9 milliards d'individus de manière saine, d'où pour répondre au monsieur la préconisation de l'agroécologie. Voilà, donc tout simplement. Augmenter donc la production donc en Afrique aujourd'hui est une obligation par rapport à donc à l'explosion démographique en Afrique. Considérer le domaine de l'agriculture un domaine de business aujourd'hui et le numérique le fera. Merci, Monsieur Massé. Je pense la plupart d'entre nous connaissent le carré magique du Gartner. Vous savez, hein, en ordonnée, on a la vision, et puis en abscisse, on a la vision, et en ordonnée, on a la capacité à exécuter. L'Afrique, elle pâtit de milliers de petits projets, dans tous les sens, qui n'ont jamais été conçus pour passer à l'échelle. Je le disais en démarrant, c'est peut-être pessimiste, mais si les solutions ne sont pas mises en œuvre dans les 5 à 10 années qui viennent, ce sera trop tard. Donc aujourd'hui, l'urgence, c'est le passage à l'échelle. Et le passage à l'échelle pour des chaînes de valeur complètes. Parce que si on prend 10% d'une chaîne de valeur et qu'on en améliore le fonctionnement, les intermédiaires, les gens qui vivent en parasite sur les chaînes de valeur, ils vont continuer, ils vont se déplacer sur ces parties-là. Donc l'enjeu, il est effectivement aujourd'hui de faire des projets de grande ampleur. Et pour faire ça, on apporte, nous, une capacité technique à porter du cloud, d'accord ? On a 170 millions d'utilisateurs de cloud dans le monde, donc ça tient. Et surtout, ça permet de baisser les coûts. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut que les startups africaines arrêtent de travailler. On travaille avec elles, on en finance un certain nombre, mais il y a une urgence aujourd'hui, d'accord ? Une urgence. La souveraineté alimentaire, pour moi, elle passe avant la souveraineté numérique. Merci. Monsieur Morinier. Merci. Écoutez, moi je dirais une seule chose, c'est qu'il faut voir l'agriculture en Afrique comme un potentiel énorme de développement, mais pas uniquement parce qu'on sait qu'on va falloir produire et vendre pour 2 fois plus d'habitants en 2050, simplement parce que c'est la création de valeur et que l'agriculture en Afrique aujourd'hui, elle est bio. Il n'y a pas de pesticides en Afrique, les agriculteurs n'ont pas... l'agriculture, pas partout bien sûr, mais la nourriture que les gens mangent, qui produisent et qui mangent, ils ne mettent pas de pesticides. Alors elle n'est pas parfaite, elle n'est pas totalement bio, mais elle pourrait être encore plus bio si on la contrôlait et si on avait le moyen de le faire. En tout cas, aujourd'hui, on part quand même au moins d'une base qui permettrait, avec un minimum d'efforts, avec un peu d'investissement, de développer l'agriculture comme étant un vrai business. Et il y a un potentiel. Voilà, donc j'ai envie de dire aux investisseurs, aux industriels, regardez pas l'agriculture comme une valeur, une commodity que vous transformerez légèrement et que vous exporterez. Regardez l'agriculture comme quelque chose que vous produirez et que vous vendrez sur place. Et c'est comme ça que ça fonctionnera. Merci. Donc je voudrais remercier tous les panélistes qui ont participé, le président qui est parti, Monsieur Massé, Madame Libog, Monsieur Bazem, Monsieur Morinier. Quelques notions clés à retenir. Nous avons besoin de produire mieux. Il y a quelque temps, je disais à des PME, PMI à Ouagadougou, je leur disais, digitalisez-vous ou vous mourrez.
Donc je pense que vous l'avez dit, l'urgence est là. Dans les 5 et 10 prochaines années, il faut qu'on puisse digitaliser de l'agriculture en Afrique sur toute la chaîne de valeur, avez-vous dit. Et améliorer les financements, s'adresser aux plus petits producteurs, donc dont la surface moyenne est d'environ 2 hectares. Donc je pense que les notions sont là. Je vous remercie beaucoup. Je remercie également l'assistance.